Regardez pas. Donc je vous dis pourquoi et comment l'éducation est importante pour accompagner le changement climatique. Alors tout d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement l'Institut de la francophonie pour le développement durable et M. Louis-Noël Jaille de nous accueillir en son sein. Nous sommes ici avec des jeunes issus de la francophonie qui forment l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire. Nous voulons que ces jeunes participent à la construction de leur propre avenir, d'un monde plus solidaire, d'un monde de paix, d'un monde qui préserve la planète, la seule aujourd'hui sur laquelle nous soyons capables de vivre. Votre action s'inscrit dans la mission de la francophonie sur les objectifs du développement durable et vous avez lancé un appel à proposition, perspective de la jeunesse francophone sur l'adaptation et la résilience aux effets des changements climatiques pour le développement durable. Nos projets ne pouvaient que converger et grâce à votre accueil, les jeunes vont pouvoir s'exprimer sur le dérèglement climatique et émettre des demandes aux décideurs institutionnels. Nous tenons à remercier vivement les participants de la table ronde. Nous sommes très sensibles, mesdames et messieurs, au fait que malgré vos hautes responsabilités, vous ayez pris sur votre emploi du temps qui est très chargé. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté de participer à cette table ronde. Je voudrais remercier, mais je vois qu'il n'est pas encore arrivé, M. Jean-Pascal Van Ypersel, docteur en sciences physiques, climatologue et vice-président honoraire du GIEC, M. Arthur Sarera Ferreira, qui est à la table, en charge des questions d'éducation, langage, plateforme des peuples autochtones au sein de la délégation française. M. Dominique Perrin, docteur en environnement et expert en politique climatique pour la Belgique. Je remercie aussi Madame Geneviève Delille-Thibault, coopérative de la forêt d'Ardenne du Québec, Madame Clémence Janssen du Conseil de la jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles, Belgique. Voilà. Donc, nous sommes donc une association, une alliance, pardon. L'alliance est un système beaucoup plus large qui regroupe plusieurs associations. Nous avons créé l'AECP en 2015 à la suite de l'accord de Paris et la structure porteuse en est l'association Les Amis de Circé, dont Madame Jacqueline Charon est la présidente et Anne Tonkovic qui est chargée de mission. Et moi-même qui suis Marie Clary, un des membres cofondateurs de l'Alliance. Nous avons créé cette alliance à la suite de l'accord de Paris et là nous avions proposé avec un collectif un fascicule pour éduquer, pour vivre à 10 milliards sur Terre, changeant l'éducation. Et à la suite, nous avons donc lancé un projet de recherche pour mettre les élèves au cœur du système éducatif, qui participent à la construction de leur propre avenir, qui travaillent sur des projets ancrés sur leur territoire et avec l'aide de ce que nous avons appelé des laboratoires d'idées, qui recoupent à la fois des collectivités territoriales, qui recoupent des enseignants, des associations de la société civile et quand il y en a des entreprises solidaires. Nous sommes intervenus dans un salle de bain à Marrakech donc à la COP22. On a fait intervenir des pays du Nord et du Sud. L'année dernière à Bonn, nous avons organisé un forum des jeunes et M. Jean Jouzel participait à notre table ronde. Et donc cette année, nous voici donc à la COP24. La COP24 apparaît, je dirais, comme la dernière chance de concrétiser et de renforcer les engagements de l'accord sur le climat qui a été signé donc en 2015 à Paris et
qui représente pourtant que le tiers des actions qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Jean Jouzel dit dans une interview: on est sur une tendance à 3 degrés au moins d'ici à 2100, ce qui est extrêmement inquiétant. Et moi, ce qui me paraît très important, c'est qu'il dit: je ne parle pas pour les générations futures, mais pour les jeunes d'aujourd'hui. Devons-nous alors nous laisser aller au fatalisme? Eh bien non, et je reprendrai un mot de Nicolas Hulot: le fatalisme des uns nourrira le fanatisme des autres. Alors, eh bien, prenons le relais. Et c'est pour cela que depuis la COP21, nous organisons un forum des jeunes issus de collèges et de lycées ou du milieu associatif de pays francophones, répartis sur 3 continents, pour que ces jeunes puissent dialoguer entre eux, échanger leurs expériences, leurs ressentis et surtout qu'ensemble, ils œuvrent pour un monde meilleur et la préservation de notre planète. Nous pensons que l'éducation est un levier pour le passage à la transition écologique et sociétale, en mettant les jeunes au cœur du système éducatif et en leur faisant participer à la construction de leur avenir. L'AECP vise à développer une éducation et une citoyenneté planétaire. Planétaire parce que nous mettons dans un même concept les changements de la biosphère et les changements de la société, une citoyenneté planétaire, responsable, écologique et solidaire. Et je vais demander à chacun de nos participants ce qu'il pense de la relation entre l'éducation et le futur, là, pour accompagner le changement climatique. Alors, peut-être commencerons par M. Sareva Ferreira. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité à l'éducation française pour être là. Comme disait Madame, je m'appelle Arthur, je travaille dans l'éducation française à l'association climatique depuis 3 ans. Plusieurs sujets de négociation, j'en suis végétal sur des sujets qui sont aussi ici à la COP 4. Plus précisément, la participation des fonctionnaires, des sujets pas forcément liés à l'éducation, mais liés à la participation de la société civile. Pardon, vous ne m'entendez pas bien? Ça va mieux? Merci. Et je suis, c'est le point focal de la France pour la prévention climat concernant des questions liées à l'éducation au changement climatique. Alors, la question qui m'a posée, c'est sur l'importance de l'éducation de la lutte contre le changement climatique. Je vais essayer de parler plus de ce qui existe dans le cadre de l'accord de Paris et la convention climat. Parce que vous savez qu'avant l'accord de Paris, nous avons ce que nous appelons la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été adoptée en 1992 lors de la conférence de Rio. Dans cette convention, il y a un article 6 qui est dédié à l'éducation, à la participation du public, à l'accès aux informations, à la formation de tous les citoyens pour permettre de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Alors pourquoi nous avons voulu à l'époque mettre cet article dans la Convention? Parce que, comme vous savez, il existe plusieurs manières de lutter contre le changement climatique. Soit on réduit les émissions de gaz à effet de serre, en utilisant les énergies renouvelables par exemple, en augmentant les puits de carbone, par exemple les forêts qui captent et stockent les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Mais nous pouvons également lutter contre le changement climatique en changeant le mode de vie. Et pour changer le mode de vie, il faut savoir éduquer. Il faut changer la façon dont les gens perçoivent leur existence sur cette planète, comment on les consomme, comment on les produisent, comment on les partage. Et pour ça, nous avons créé cet article 6 qui demande au gouvernement de mettre en place des outils d'éducation pour que les générations actuelles et futures changent leur comportement, leur mode de vie, pour permettre aux dames de vivre à dignité sur cette même planète. Donc techniquement, l'éducation pour nous, c'est un moyen à long terme de lutter contre le changement climatique. Il y a des moyens à court terme, il y a des moyens à moyen terme, par exemple, comme mettre en taxe carbone, promouvoir l'installation
l'installation des panneaux solaires, etc. Et pour nous, l'éducation, c'est une mesure à long terme. Voilà ce qui est prévu. Et après, ensuite, dans l'accord de Paris, il y a également un article, qui est l'article 12, que je vous invite tous à lire. Donc l'article 6 de la Convention et l'article 12 de l'accord de Paris, ce sont les deux outils les plus importants qui existent au niveau multilatéral pour mettre en œuvre des programmes éducatifs sur la lutte contre le changement climatique. Merci. Merci, monsieur. Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de présenter à table ronde monsieur Guillaume de Laboulé de l'ONG Énergie 2050. Il nous avait reçu sur son espace l'année dernière. Donc, monsieur Perrin, si vous voulez vous exprimer sur les relations avec l'éducation. Oui, merci madame. Et bonjour à toutes et tous. Donc je ne vais pas répéter ce que vient de dire, j'endosse tout à fait évidemment ce qu'il a dit. Je voudrais quand même partager avec vous deux, trois éléments par rapport à l'éducation, mais également vous donner un signal extrêmement positif et très émouvant de votre participation. D'abord, en introduction, on a évoqué le fait que nous sommes tous très occupés dans la négociation. Effectivement, on a des horaires compliqués. Moi, je suis à ma 4e réunion de la journée. Ma journée a commencé à 7h du matin par une coordination belge. Mais être ici, ce n'est pas du tout une contrainte. Pas du tout. Je suis extrêmement ravi d'être devant vous. Simplement parce que nous nous nourrissons finalement de votre énergie renouvelable, de votre énergie forte. Et ce que vous exprimez ici, ce que vous avez exprimé à travers vos projets, c'est la base finalement de nos engagements en tant que fonctionnaires dans la négociation internationale, mais également pour les politiques dans les processus de décision. Donc votre présence est très importante. Dans le même ordre d'idées, je rêverais un jour, peut-être on pourrait l'organiser, d'avoir ici une assemblée que d'adultes et de négociateurs, et que 5 personnes parmi vous, 5 étudiants soient ici, à expliquer finalement pourquoi nous travaillons, parce que nous travaillons effectivement pour le futur commun. On n'a qu'une seule planète. Et donc je crois que vous avez, vous, ici, déjà compris beaucoup de choses par rapport à la question environnementale, et que quelque part, on a vraiment besoin de votre énergie. Et donc voilà, je vais aussi dire que par rapport à ce qui se passe en Wallonie, en Belgique en général, l'éducation à l'environnement est évidemment absolument essentielle. Et c'est aussi dans le même état d'esprit que je vous ai parlé tout à l'heure, autant de formation d'ambassadeurs, de volonté, d'ambassadeurs de changement, qui est vraiment là où on nous attend, on vous attend aussi, évidemment. Donc voilà, je vais simplement conclure ma brève intervention en vous recommandant aussi voilà, vous êtes ici dans une grande conférence, avec parfois un vocabulaire compliqué, mais les choses derrière cela, c'est pas parce qu'on met des noms compliqués sur des choses qu'elles sont incompréhensibles. La chose est extrêmement simple, on n'a qu'une seule planète, on doit absolument maintenant nous mettre plus qu'en urgence, en état d'urgence par rapport à la situation qui est évidemment, et ça on ne doit pas non plus se cacher, extrêmement profond. Donc voilà. Merci en tout cas de votre présence. Merci monsieur. Nous sommes très honorés de recevoir monsieur Jean-Pascal Ibercel, docteur en sciences physiques, climatologue et vice-président honoraire du GIEC. Et si vous voulez intervenir, monsieur, sur les relations entre l'éducation et l'éducation à la transition. Merci beaucoup. Mon exposé là-dessus va être très court, c'est très important. Mais je pense que vous le savez déjà, je ne suis pas sûr que ce soit la chose principale que je puisse vous dire. Moi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que
la contribution des jeunes et l'énergie qu'ils donnent est extrêmement importante. J'ai eu la chance hier d'entendre, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont rencontré, Greta Thunberg, la jeune Suédoise là, qui, je ne crois pas qu'elle parle français, elle parle très bien anglais, qui parlait ici à un événement hier midi, et je trouve qu'elle a une énergie, elle donne aussi une énergie à ceux qui l'entendent qui est extraordinaire. Et c'est un peu paradoxal parce qu'elle le fait en faisant en partie la grève de l'école. Donc quelque part, tous les vendredis, elle ne va pas à l'école. Donc d'une certaine manière, si on regarde les choses formellement, elle fait quelque chose qui est inverse de ce à quoi cet événement-ci est attaché, à savoir l'éducation, puisqu'elle ne va pas à l'école. Mais je crois que ce qu'elle fait est aussi vient aussi du fait qu'elle a été très bien informée. Elle a dit notamment quelque chose d'extraordinaire. Je trouvais c'est que quand elle parlait à des décideurs politiques, elle était frappée par leur ignorance. Elle était frappée par le fait qu'ils en savaient moins, bien souvent, qu'elle-même sur la gravité de la crise climatique, sur les processus à l'œuvre. Elle nous a parlé de l'importance de l'albédo, elle nous a parlé de l'importance du cycle du carbone. Et donc ça, c'est grâce au fait qu'elle a eu une bonne formation, une bonne éducation. Donc certainement l'éducation, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, je pense que l'énergie que vous pouvez apporter dans cette problématique, ici à la COP, mais peut-être encore plus là où vous êtes, dans les pays que vous trouvez autour de vous, dans votre école, dans vos familles, parmi vos amis, dans les associations dans lesquelles vous êtes, dans votre localité, dans vos villages, dans vos villes, c'est quelque chose de très important. Parce que quelque part, ce que nous les adultes, nous avons laissé comme monde d'une certaine manière demande un ressaisissement très important, puisque on sait que si on continue comme on est parti en consommant toutes ces énergies fossiles pour alimenter notre développement, eh bien le climat de la Terre va être moins habitable pour des centaines de millions de personnes. C'est ce que dit le dernier rapport de GIEC, le rapport spécial sur le réchauffement d'1,5 degré, c'est que si on regarde ne fût-ce que la différence de température entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés de réchauffement, sachant qu'on est probablement parti, si on ne change pas les choses, vers bien plus que 2 degrés aujourd'hui, la différence entre 1 degré et demi et 2 degrés, ce sont des centaines de millions de personnes en moins, si on arrive à rester sur la trajectoire 1,5 degré, qui seraient affectées par la combinaison pauvreté et effet des changements climatiques. Et donc, c'est vous qui allez être confrontés le plus longtemps, puisque le temps qu'il me reste à vivre est, je l'espère pour vous, beaucoup plus court que celui qu'il vous reste à vivre. Et donc vous allez être malheureusement confrontés beaucoup plus longtemps que les adultes d'aujourd'hui à la situation que nous laissons. Et donc c'est très important par rapport à ces problèmes-là d'être bien formé, d'être bien éduqué, en particulier dans les domaines scientifiques, parce que je crois que c'est important de bien comprendre les processus qui sont à l'œuvre, d'avoir un minimum de compréhension des aspects physiques, géographiques, chimiques de la question, mais aussi, parce que c'est aussi important, des aspects philosophiques, des aspects éthiques, des aspects politiques de la question, puisque on touche aussi à la question de l'injustice entre les générations actuelles et les générations futures, ou les générations qui seront adultes plus tard, c'est-à-dire vous. Je vois qu'il y a des questions, et je crois que c'est le plus important, c'est qu'on ait l'interaction, donc je vais m'arrêter là. Bon, je vais demander aux 3 autres intervenants
Alors, Madame Clémence Janssen, du Conseil de la jeunesse de la Fédération Wallonie de Bruxelles. Bonjour à tous, vous m'entendez ou pas? Oui, ça va. Donc, je m'appelle Clémence, je suis jeune déléguée et je me présente ici, où je porte la voix plutôt des jeunes belges. Je sais qu'il y a des belges qui sont aujourd'hui, vous pouvez lever la main. Bonjour, à table aussi, c'est chouette. Donc, vu on est inclusif. Alors vous savez peut-être, mais en Belgique c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, mais ici à la COP c'est la journée des jeunes et de la future génération en réalité. Donc c'est notre journée, et je vais être très brève parce qu'on va demander de l'être. Donc je vais tout simplement vous dire merci d'être là aujourd'hui, parce que c'est en montrant un panel si énorme de jeunes à la COP, véritablement, que tous les négociateurs qui sont en train de prendre les décisions très importantes aujourd'hui ont véritablement réalisé que c'est notre futur qu'ils sont en train de décider à l'heure actuelle. Merci. Madame Geneviève Dolly-Tricot. Je connais plusieurs visages dans la salle. Je fais aussi partie de l'Alliance pour une éducation citoyenne planétaire, les jeunes qui sont tous là présentement assis autour de vous. Coopérative Forêt-Ardenne Québec. J'aimerais en faire enchérir sur ce que deux panélistes ont mentionné, M. Marcel et M. Farahira. En fait, je crois que l'éducation, c'est une mesure effectivement à long terme, mais je crois aussi à court terme. Parce que lorsqu'on éduque les gens à comprendre en fait l'impact carbone de nos choix et de nos décisions dans nos achats de consommation, on peut avoir un impact direct à court terme en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, compte tenu qu'on comprend en fait les émissions de gaz à effet de serre, de l'extraction, l'utilisation et la fin plus utile des objets. Je crois que lorsqu'on éduque les gens à prendre conscience que leurs gestes quotidiens ont un impact, c'est aussi une mesure court terme. Donc à très long terme, bien sûr, mais aussi une mesure à court terme. Je voulais ajouter cet élément-là à la réflexion pour susciter peut-être vos questions. Merci. Monsieur Laboulet. Oui, merci. Oui, donc Guillaume de la Boulette, programme manager d'énergie 2050. Ouais, je vais être très court, alors tout ce qui a été dit c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, alors nous on a fait pas mal de petits projets d'éducation, etc. pour sensibiliser à la transition énergétique, changement climatique, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre de la réalité scientifique aujourd'hui, c'est que ce qui est demandé, c'est vraiment une révolution de la façon dont on conçoit le développement, la façon dont on fonctionne ensemble. Et cette révolution, malheureusement, je me suis aperçu que même moi, je suis déjà un peu trop vieux pour la prendre en compte. Donc il faut de l'éducation pour que vous, la jeunesse, arriviez avec une autre mentalité et arriviez à transformer un peu les modèles dont on fonctionne pour justement arriver à ce modèle de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, place aux jeunes. Ils ont effectué des projets sur le terrain, dans leur territoire, concrètement. Et là, vous avez un arbre de leurs engagements au point de vue personnel et au point de vue de leur établissement et de leur territoire pour l'année prochaine. La parole est à Colline. Première question. Bonjour à tous, je m'appelle Colline, je viens en France et j'aurais une question à vous poser. Comment passer de l'utilisation des énergies fossiles aux énergies renouvelables sans le retour en arrière de certains États, comme par exemple le retour des mines de charbon, ce qui augmentera l'impact des réchauffements climatiques sur nos terres? Je vais commencer pour compléter. C'est une très bonne question, une question qui est très forte d'actualité, surtout ici en Pologne où l'essentiel de l'électricité provient du charbon justement. On est dans une région où cette activité est importante. Il y a 60 000 mineurs en Pologne. Et je pense que si on ne veut pas que les mineurs polonais enfilent des gilets jaunes comme à Paris, il faut savoir ça. Il faut leur offrir des alternatives dans cette transition qui doit être la plus juste possible vers un système plus profond. Mais pour répondre à ta question, je voudrais dire que peut-être le premier élément auquel on doit penser quand on réfléchit à cette question-là, c'est pas se demander comment on peut produire la même quantité d'énergie que celle que l'on produit aujourd'hui avec les énergies fossiles. Mais je pense personnellement, et le GIEC est assez fort sur cette longueur d'onde-là, que la première question qu'il faut se poser, c'est celle de l'efficacité énergétique, c'est celle de la demande d'énergie.
Parce que si on continue à gaspiller beaucoup d'énergie, évidemment ça va être beaucoup plus difficile de produire cette quantité d'énergie-là avec les énergies renouvelables qui sont en train de décoller mais qui sont au début de leur courbe ascendante, que si on ne se pose pas cette question-là et qu'on se demande simplement comment remplacer la consommation d'énergie à laquelle on ne touche pas parce que c'est sacro-saint par des énergies renouvelables. Je crois que la première chose à se demander, c'est comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus efficace, d'une part en utilisant des technologies efficaces, mais aussi en changeant des comportements, en prenant l'escalier plutôt que l'ascenseur, le train plutôt que l'avion, etc., etc. Les exemples sont très nombreux. Et alors ce sera beaucoup plus facile de remplacer les technologies que l'on a aujourd'hui et qui sont très largement fossiles par des énergies renouvelables parce qu'il y aura une quantité d'énergie à produire qui sera moins importante. Tout ce qui concerne par exemple l'isolation des bâtiments aussi, c'est très important. Avoir des bâtiments qui consomment beaucoup moins d'énergie, mais ça facilite la transition et peut-être que l'isolation de ces bâtiments elle peut être faite en partie par des mineurs qui travaillent aujourd'hui au fond des mines, qui font un travail très dangereux et à qui on peut apprendre comment isoler des bâtiments, placer des panneaux solaires et de manière à avoir un travail qui a du sens et qui est aussi moins dangereux tout en étant très satisfaisant. Merci. Et même un de nos élèves a imaginé un mur chauffant dans son établissement technique. Monsieur Ndirabe. Oui, alors je voulais juste apporter, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, peut-être sauf sur le côté facile, une fois qu'on a réduit la consommation, je pense. J'ai dit plus facile. Ah, plus facile, bon bah ça va, pardon, je n'avais pas entendu. Je suis optimiste. J'ai dit Bon. plus facile. Non, mais il faut un peu dire moins difficile. Ouais, non, il y a un point important et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant de parler effectivement de comment on produit l'énergie, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de consommer cette énergie. C'est vraiment ça le défi aujourd'hui et j'apporterai peut-être une réponse différenciée selon qu'on soit un pays industrialisé où effectivement là on a vraiment besoin de réduire nos consommations à travers l'efficacité énergie, bâtiment, ce qu'on veut, mais aussi à travers des changements de comportement. Parce qu'il faut savoir, quand vous consommez quelque chose, et pas seulement de l'énergie directement, mais si vous consommez par exemple de la viande, ça a une empreinte énergétique, c'est de l'énergie que vous consommez. Et si vous gâchez cette viande, vous gâchez de l'énergie également. Il faut savoir qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année. C'est aussi ces changements-là qu'il faut prendre en compte. Et peut-être pour les pays du Sud, c'est aussi de se poser la question, est-ce que je veux le même développement? Moi, ma réponse, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir parce que les ressources sont limitées et qu'il y a une compétition très grande sur ces ressources. Mais par contre, il y a des manières beaucoup plus intelligentes de se développer et de fonder un modèle social, économique qui réponde aux besoins du développement, l'éducation, la santé, etc. sans aller vers des modèles ultra énergivores comme on a eu en Europe. Et quand l'Europe s'est développée, ça se faisait parce qu'on était très peu, aujourd'hui c'est plus possible. Donc voilà. Puisque nous parlons des pays du Sud, il y a une deuxième question, Clara. Bonjour, je m'appelle Clara et je viens de Belgique. Et j'aimerais vous demander pourquoi les pays les moins émetteurs, qui sont souvent ceux du Sud, doivent subir et s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique causé par les pays du Nord sans leur aide et avez-vous des projets concrets? Merci Clara pour ta question. La question de la solidarité Nord-Sud est évidemment centrale depuis le début de la négociation sur le climat. Alors c'était assez facile quand j'ai commencé le processus de négociation en 2001. À Marrakech, le monde, il était assez binaire. On avait d'un côté les pays industrialisés, comme la Belgique, comme la France, comme la plupart des pays ici représentés. Et puis il y avait les pays du Sud, dans lesquels figuraient encore la Chine et l'Inde, même si on voyait déjà les prémices de leur émergence, comme étant les pays qui subissaient le plus les effets du réchauffement climatique. Et donc c'était un monde où on avait deux grands pôles, et la question que tu parles était assez facile à dégager une solution. Et quelque part, on mettait en place une forme d'aide nord-sud à travers un fonds d'adaptation à différents fonds, différentes techniques. Mais ça, on n'était pas rentré dans le détail. Et ce monde-là, le monde en deux pôles, était facile à comprendre. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Parce que d'une part, il y a effectivement encore beaucoup de pays du Sud qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique et qui doivent faire l'objet de cette solidarité. Puis il y a eu des pays qui ont émergé, qui ne sont plus tout à fait comme avant, mais qui ont subi par le passé. Et donc quelque part, ce que nous essayons de faire, c'est ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée, c'est de faire en sorte que dans le grand accord, dans l'accord de Paris, ça figure d'ailleurs de manière très présente, il y ait cet équilibre entre par le passé et l'actuel par rapport à cette solidarité là-dessus. Ce n'est pas facile. Et c'est là aussi où on a de plus en plus besoin de concret, de choses tangibles. On a besoin de grands accords mondiaux, mais on a aussi besoin de pays qui mettent sur la table des projets concrets. Personnellement, l'agence dans laquelle je travaille, nous finançons 35 projets dans 6 pays africains et on se déplace, on va travailler tantôt à la lutte contre la déforestation, tantôt au développement de l'agroécologie, tantôt au développement des foyers améliorés, la protection des mangroves. Et ça, c'est vraiment essentiel. On a vraiment besoin, à la fois d'avoir dans cette grande sphère qu'est la COP, des grands accords qui respectent cette solidarité nord-sud, mais dans un monde assez compliqué. Et on a plus que jamais besoin d'avoir des projets de terrain et des projets concrets. Compléter, et merci bien sûr. Il y a une question qui est importante aussi sur la solidarité, la lutte contre le changement climatique, c'est où mettons notre argent. Parce que vous savez aujourd'hui que les banques investissent un peu partout, continuent d'investir dans les énergies fossiles, continuent d'investir dans le charbon. Et ça, pour la France, est un point crucial. Dans l'accord de Paris, il existe également un article qui prévoit que les pays mettent leur argent ailleurs, c'est-à-dire sur les énergies renouvelables. Et c'est ce que nous essayons de faire en France avec l'Agence française de développement. Qu'est-ce que cette agence? C'est une banque qui prête de l'argent aux pays du Sud à des taux très très bas pour leur permettre de créer des projets de développement. Aujourd'hui, l'Agence française de développement elle a un taux de participation des investissements sur la lutte contre le changement climatique de 50%. C'est-à-dire qu'un euro sur deux de cette agence est mis pour la lutte, mis au service pour la lutte contre le changement climatique. À terme, nous passerons à 100%. C'est-à-dire que l'ensemble des projets de cette agence vont contribuer à la lutte contre le changement climatique. À propos de solidarité nord-sud, Erwan a une question à poser par rapport Bonjour, je suis Erwan Chalmondry et je viens de France. Alors la question est, que devrait-on décider pour permettre un accueil digne des réfugiés climatiques qui sont de plus en plus nombreux dans le respect de leur situation et le respect de la planète? Bien. Merci à de ta question. En Belgique, on a initié, avec le soutien de l'agence, une plateforme, on appelle la plateforme Hugo, qui est une plateforme spécifique à l'étude de cette question des réfugiés climatiques, des migrations environnementales au sens large. À l'heure actuelle, on ne peut pas dissocier les migrations environnementales du reste du processus de migration. On a réellement un problème majeur derrière cela et qui, pour l'instant, n'est pas encore pris à la hauteur avec beaucoup de désinformation. Parce que lorsque l'on regarde la rigueur des chiffres, il y a vraiment urgence avant tout d'agir dans les pays du Sud parce que la principale migration environnementale ont lieu déjà dans les pays du Sud à travers notamment les migrations vers les villes mais d'une manière générale aussi les grosses pressions et qui dépassent le seul cadre environnemental. Donc ce qu'il faut faire c'est d'abord avant tout travailler en grande solidarité avec les pays qui subissent de plein fouet les contraintes environnementales, notamment à travers aussi leur capacité adaptative, leur capacité d'adaptation, pour travailler ensemble là derrière. Et voilà. Un tout petit complément, c'est aussi une très bonne question qui est liée à la question de Clara aussi. Je pense
que la priorité, à mon avis, ça n'engage que moi, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas nécessaire, parce que les gens ils ont envie de rester chez eux, d'habitude. Et donc, il faut qu'on se rende compte, finalement, que nous sommes tous sur le même bateau, et tous sur la même planète. On va tous subir à des degrés divers les effets des changements climatiques. Et donc, il faut absolument, tous ensemble, les plus riches d'abord, parce que ce sont les plus responsables de la pollution qui change le climat, réduire les émissions le plus vite possible à zéro, c'est ça que dit l'accord de Paris, de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'aller ailleurs pour vivre mieux, et qu'on puisse rester là où on est né, là où on a envie de rester, parce que c'est ça l'objectif principal. Maintenant, malheureusement, tant qu'on n'y est pas arrivé, il faut évidemment aussi qu'on accueille bien ceux qui se sentent obligés de bouger. Mais la priorité des priorités, ce serait qu'on arrive à protéger le climat de manière à ce qu'il n'y ait pas de réfugiés climatiques. Juste pour compléter l'information, aujourd'hui, les réfugiés climatiques n'ont pas d'existence multilatérale internationale, c'est-à-dire tous les accords qui existent actuellement concernant les migrants, les réfugiés, politiques, réfugiés de guerre, etc., ils ne reconnaissent pas pour l'instant les réfugiés climatiques. Je pense que ça, ce sont des questions qui sont en cours. Ça existe déjà, et une fois que ces réfugiés, cette catégorie de réfugiés c'est reconnue par les accords internationaux, les pays alors là ils sont obligés de les accueillir si ces réfugiés se présentent à la frontière. Merci. Toujours dans la réflexion du global, Chama. Bonjour, c'est Chama du Maroc et la question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi l'économie est-elle toujours au centre des discussions avant même la question écologique? Pourquoi ne pas créer un comité international de réflexion globale sur le court et le long terme qui imposerait des directives que les États seraient tenus de mettre en œuvre? Juste 30 secondes. C'est tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, il y a un indicateur de performance quand on parle des pays du développement, c'est le PIB. Et cet indicateur, produit intérieur brut, je ne sais pas si vous avez des connaissances. Et ça, c'est uniquement économique. On ne prend pas en compte les externalités, on ne prend pas en compte l'utilisation des ressources. Mais par contre, il y a énormément de recherche qui est faite pour trouver justement des nouveaux indicateurs de performance qui répondent un peu aux enjeux climatiques. Maintenant, comment on passe d'un système où on est uniquement porté sur l'économie à un système un peu plus porté sur le long terme, etc. L'éducation a un rôle et pour le reste, on travaille et puis je sais pas, j'ai pas toutes les réponses malheureusement. Merci beaucoup pour ta question, c'est super intéressant. Et si je peux amener juste un petit point jeune, si ça t'intéresse vraiment, du côté de la jeunesse, ici donc, à la Convention Cadre, il y a un groupe qui travaille sur les questions de décroissance. Et je vous invite tous, vous êtes tous en âge de participer à ces groupes et à donner votre avis. Et les rapports qu'on écrit sont envoyés au secrétariat des Nations Unies pour le changement climatique. Donc n'hésite vraiment pas si ça t'intéresse à prendre part à cette discussion. J'aimerais aussi ajouter un point aussi que l'économie, on voit le système économique tel qu'on le connaît, mais on peut aussi voir le système économique comme l'économie circulaire. Donc il y a une façon aussi de créer des profits, de créer de la valeur avec une certaine cohésion avec le milieu. Donc je crois que la décroissance est un point aussi plus important, mais je voulais amener aussi que le volet économique, c'est pas nécessairement un paradoxe. On peut peut-être voir l'économie d'une façon un peu différente. Monsieur Iberset. Si je peux ajouter un tout petit quelque chose, c'est aussi une très bonne question. Économie et écologie, ils partagent la même racine. Et donc il faut absolument réconcilier les deux. Alors avoir un comité international qui essaie d'imposer des mesures, d'une certaine manière, c'est un tout petit peu ce que les COP essayent de faire, sauf que imposer des mesures à tout le monde au niveau global, ça ne marche pas. Il n'y a pas, et c'est sans doute heureux, à mon avis, en tout cas, un grand dictateur mondial qui serait parfaitement informé, un despote éclairé, et qui pourrait imposer les mesures parfaites pour tout le monde. Donc, je pense que ça, même si on peut peut-être en rêver pendant la nuit, ça ne marche pas. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir, à mon avis, un système comme ça où tout vient du haut et est imposé à tout le monde de manière parfaite vers le bas, je pense qu'il faut peut-être voir les choses autrement et se dire que là où on est, où il y a des problèmes d'environnement, mais où il y a aussi une activité économique, on peut
dans ses environs, dans son village, dans sa communauté, dans sa ville, dans son école, dans sa famille, on peut influencer la manière dont l'économie fonctionne. Et on peut influencer les producteurs de biens en achetant ou pas, par exemple, les biens qui ont été produits plus proprement que d'autres. Et donc, je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur la manière dont on pourrait, à l'échelle mondiale, dans un monde idéal un peu magique, imposer des mesures parfaites, mais je crois qu'il y a des tas d'autres manières d'agir au niveau où on est. Il ne faut pas oublier ça. Juste pour compléter très rapidement pourquoi l'économie est importante, parce que nous travaillons tous dépendants de l'économie. Donc quand on parle par exemple de changer de matrice énergétique, donc de matrice fossile à une matrice renouvelable propre, ça veut dire que celui qui travaille aujourd'hui dans le mine à charbon, il va perdre son travail. Pourquoi les gens manifestent en France? Parce que le gouvernement a décidé d'augmenter les prix du diesel pour les gens qui sont démunis, ça coûte très très cher maintenant de rouler en voiture, ça cause des problèmes sociaux. Donc on ne peut pas changer de matrice très très vite parce que le coût social de la lutte contre le changement climatique, il existe aussi, il coûte très très cher. Il faut prendre ça en compte. Et par rapport à l'existence d'un organe international, M. Perzel l'a juste expliqué rapidement, le dernier rapport spécial du GIEC sur l'objectif 1,5 degré, c'est, à mon avis, je crois que je me trompe, mais c'est la première fois qu'un rapport scientifique commence à parler également des impacts sociaux de la lutte contre le changement climatique avec quelques recommandations au niveau économique, au niveau social, pour créer une sorte d'accompagnement aussi, pour ne pas laisser les gens au bord de la route quand on décide de lutter uniquement contre le changement climatique et les inégalités sociales. Monsieur Perzel, vous avez évoqué l'éducation qui est très importante pour justement après changer de comportement dans le geste quotidien. Et Tao a une question à poser là-dessus. Bonjour, moi c'est Tao, je viens de Port-Royal en France. Et donc j'ai une question. Le plus formidable levier d'action pour notre planète est un changement de comportement quotidien de tous. Alors, à quand une vraie politique d'éducation pour permettre à chacun d'agir en toute connaissance? Merci beaucoup pour ta question. Et je vais juste dire quelque chose que généralement on entend dans les discussions avec les jeunes, c'est que je pense que toutes et tous ici, vous êtes déjà très conscientisés et bien plus conscientisés au problème de changement climatique que les générations un peu plus âgées que vous. Et ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on met beaucoup de poids sur les épaules des jeunes, en mode ce sera à nous de faire face à tous ces problèmes de changement climatique. Et donc l'éducation, elle doit être aussi pour les personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire, afin qu'ils prennent en fait, des actions dans leur quotidien maintenant. C'est pas à toi tout seul à faire attention à tout ce que tu fais, c'est aussi un moyen de réconcilier toutes les générations, parce qu'on voit maintenant qu'au plus on éduque les jeunes à propos de ces sujets, au plus il y a un fossé entre les différentes générations qui sont parfois au pouvoir et qui prennent des décisions. Donc l'éducation, elle doit être pour tout le monde et tous les citoyens et pas juste les jeunes générations. Tu pousses sur ton idée, en fait, c'est effectivement vrai, il y a beaucoup de poids sur les générations futures, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi d'excellents ambassadeurs auprès des personnes un peu plus âgées pour leur transmettre en fait l'éducation. Donc à travers les différents messages qu'on va faire des jeunes, je trouve que votre voix porte, elle est de plus en plus entendue, donc continuez à participer à l'éducation des plus vieux, juste pour enchérir sur ton point. Merci encore une fois, très bonne question. Je réponds souvent à la question qu'on pose tous les jours, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Qu'une des choses les plus puissantes que l'on puisse faire et qui ne coûte rien, c'est utiliser son pouvoir d'interpellation. C'est la possibilité qu'on a de poser des questions, d'interpeller des gens qui ont un petit peu plus de pouvoir que nous. Et c'est exactement ce que tu fais, ce que vous avez tous fait dans vos questions quelque part. Et ça permet de faire le lien entre les jeunes qui ont
bien sûr besoin de la meilleure éducation possible, et les plus vieux qui n'ont pas toujours eu la bonne éducation, mais qui ont plein de responsabilités, qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Et donc un lien entre les deux, c'est de la part de jeunes qui sont bien au courant des problèmes, comme vous l'êtes, c'est le pouvoir d'interpeller, de poser des questions, de mettre les vieux devant leurs responsabilités pour leur dire et alors qu'est-ce que vous avez décidé là, ou qu'est-ce que vous allez décider, parce que c'est notre avenir qui est en jeu et vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Ouais, juste pour ajouter un petit point de vue, parce que je suis du manager, donc on va apporter un point de vue de la société civile. Évidemment, il n'y a pas le poids de l'action qui vous porte sur les épaules. Par contre, il faut que vous voyez une opportunité de changer un peu les choses. Et moi, nous, c'est cette opportunité, parce que nous aussi, on doit pas d'accord, et d'ailleurs, tout le reste de l'année. Mais ce qui nous motive, c'est qu'on a cette opportunité, nous, notre génération, et vous, après, et ceux qui viennent après, de faire un des plus grands changements de sociétal qu'on a vu dans l'histoire peut-être dans l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas très historien, mais peut-être quelque chose dans le genre. Et aussi, le deuxième point, c'est que quand on parle d'éducation, moi je trouve qu'en France, on fait des choses formidables, parce que mon neveu qui a 10 ans, il connaît déjà les énergies renouvelables, les énergies fossiles. Moi j'ai découvert ça, j'étais à la fac, donc c'est pour vous dire la différence. Et faites attention, parce que l'éducation, c'est pas juste l'école. L'éducation, c'est aussi, vous avez des petites machines, des petites merveilles comme ça, c'est aussi ça l'éducation. L'éducation, c'est aussi contribuer à des associations comme celle-là. L'éducation, c'est aussi à travers les sports que vous pratiquez, ce genre de choses. Donc, c'est aussi à vous d'être volontaire, parce que ça, on ne va pas vous obliger à le faire, à être volontaire d'aller sur ce type d'initiative. Donc, vous l'avez fait, mais vous pouvez tout à fait aussi inciter vos collègues à faire de même. Mounir a une question à poser. Bonjour, je m'appelle Mounir, je viens du Tchad et ma question est la suivante. L'avenir des jeunes d'aujourd'hui est en jeu. Quand décidera-t-on de les associer aux négociations? Oui, je vais répondre là-dessus. Donc justement, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Alors, il y a quelques pays qui mettent en place des programmes qui permettent aux jeunes d'être vraiment intégrés dans la délégation. Donc ça, c'est par exemple moi en Belgique, j'ai une homologue néerlandophone ici en Belgique, et à plusieurs langues. Et il y a plusieurs pays qui le font, mais il y a plein de pays qui n'ont pas ça, de jeunes représentants dans leur délégation. Alors c'est très important pour que justement on puisse venir un peu taper sur la table et dire n'oubliez pas que nous on a parfois d'autres objectifs, d'autres ambitions, parfois un peu plus élevées que les vôtres. Donc on demande ça justement ce matin, je ne sais pas si c'était passé prévu à l'entrée, il y avait justement une action avec plein de jeunes qui demandaient justement d'être inclus dans leur délégation. Donc si ça t'intéresse, il ne faut pas hésiter à aller solliciter ton gouvernement et à leur demander d'être inclus dans ta délégation véritablement. Je souhaite compléter ça parce que je suis très impliqué au sein de la délégation française à l'accueil pour les jeunes. Et également, la France a un programme des jeunes délégués, donc les jeunes qui suivent les négociations. Et nous intégrons ensuite ces jeunes dans la délégation, qui ensuite sont embauchés par les différents ministères pour participer à la négociation. Notre négociateur principal sur les questions d'intégration, c'est le cœur du sujet. C'est lui qui négocie, par exemple, les règles d'application des contributions nationales. Il négocie pas uniquement pour la France, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, il a 25 ans. Peut-être un peu moins jeune que vous, mais plus jeune que moi en tout cas. Il était auparavant jeune délégué au sein de notre délégation. Deuxièmement, je pense que les négociations climatiques sont les négociations multilatérales les plus ouvertes qui existent aujourd'hui. Toutes les associations peuvent participer. Au fil des années, nous avons créé au sein de la Convention climat un système d'accès, d'accréditation de l'ONG, etc. Les ONG peuvent souvent rentrer dans les salles de négociation, peuvent interpeller les négociations, etc. Et tout ça, c'est très important. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous ne voyons pas la même chose dans nos pays, au niveau des parlements, parce que franchement, ce n'est pas ici, dans les COP, dans les conférences internationales, que nous allons vraiment mettre en œuvre les politiques nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Donc, je dis ça souvent aux jeunes français qui viennent me voir en disant monsieur, il faut faire ça, ceci pour le climat. Et je me dis très bien, mais je travaille pour un ministère, je ne suis pas député, je n'écris pas des lois, c'est pas moi qui dis au gouvernement comment dépenser son argent. Donc si vous ne faites pas la même chose à vos parlementaires, à vos élus,
nous ne pouvons pas faire grand-chose non plus. Parce que les délégués qui sont là, nous sommes mandatés par le gouvernement pour appliquer les politiques qui sont décidées par le gouvernement, qui sont élus. Nous n'inventons pas des politiques. En fait, ceux qui inventent des politiques, ce sont les parlements qui sont choisis par les peuples. Je vous demande, et j'insiste, interpeller aussi les parlementaires parce qu'ils sont souvent beaucoup plus importants que les négociateurs dans les négociations pour les changements climatiques. Et c'est une des propositions que nous avons, que les jeunes s'associent aux collectivités territoriales pour pouvoir influencer justement les décisions. Maintenant, la dernière question, je vous demanderai, messieurs et mesdames, de répondre par 2-3 mots. Sophia va vous la poser. Bonjour, moi c'est Sophia de la Côte d'Ivoire. Voilà, ma question est la suivante. Quelle avancée concrète dans cette COP24 vous ferait dire qu'elle est réussie? Merci Sophia pour ta question. Alors, on est évidemment ici dans un moment particulier. On est dans un moment particulier parce que l'accord de Paris c'était 2015 et l'accord de Paris ça donne un cadre global des éléments importants, des engagements très importants, très avancés, mais ça doit être trouver des actions concrètes. On appelle ça l'opérationnalisation. Et ce que nous discutons ici à Katowice, c'est en grande partie lié à la mise en œuvre de cet accord de Paris. Donc je crois que Katowice sera une réussite pour deux raisons. Ce sera une réussite si on est suffisamment avancé effectivement dans cette opérationnalisation, donc dans le fait de rendre concret finalement l'accord de Paris. Alors on va l'évaluer de différentes manières, mais enfin voilà, globalement ce serait déjà une première réussite. Et moi je crois que la deuxième grande réussite, si on arrive ici à Katowice, c'est que les décisions qui soient prises ici soient prioritairement mises sur des décisions qui vont amener des actions de terrain, des actions concrètes. Et qu'en sortant d'ici, de Katowice, on sait qu'on a décidé de telle action, de tel fonds de financement, de telles décisions importantes en matière d'énergie renouvelable, en matière d'influence finalement sur le concret des gens. Et donc ça, je crois que ce sera effectivement une des deuxièmes conditions de réussite. Après, voilà, on sait que le monde n'est pas facile pour l'instant. On a beaucoup de problèmes avec certains gouvernements importants à l'échelle de la géopolitique. Mais globalement, pour moi, ce sera une des conditions de réussite. Voilà, si vous pouvez, par 2-3 mots, puisqu'il y a une conférence qui est déjà arrivée. Très très vite, je dirais, si les résultats de la conférence de Katowice prennent réellement en compte l'urgence qui est rappelée par le dernier rapport du GIEC, ce sera déjà quelque chose. Donc, quelle est la place que cette conférence va donner au rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de la planète? Je pense que c'est un des critères qu'on peut utiliser pour mesurer les résultats. Pour moi, ce serait vous savez que nous sommes en train de négocier les règles d'application de l'accord de Paris. Qu'est-ce que les règles d'application? C'est comme un mode d'emploi. À la COP21, nous avons décidé qu'est-ce qu'on va faire, les objectifs. Maintenant, nous sommes en train de décider comment on va le faire. C'est le mode d'emploi de l'accord de Paris. Pour ce mode d'emploi, il y a des règles d'application. À mon avis, ce qui ferait que cette COP en succès, c'est d'adopter un ensemble de règles qui soient robustes, justes, transparentes, mais qui comporte également un système de flexibilité pour les pays en développement et notamment les pays les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas traiter de la même manière le Maroc, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Chine et les États-Unis par exemple. Pour ces pays-là qui ont plus de capacités, qui ont plus de moyens, les règles seront très très dures. Pour les pays les plus démunis, ces règles seront les mêmes, mais on sera moins regardant au début pour que au fur et à mesure ces pays puissent monter en compétences et atteindre un niveau d'engagement égal à ceux des pays développés. Au-delà de tous les côtés techniques, c'est une COP très importante, ça on est d'accord là-dessus. Mais moi c'est une réussite si quand on rentre de cette COP, on a des nouvelles idées, on va mettre en œuvre des choses, parce qu'on ne peut pas attendre que les décisions politiques se fassent, on l'a déjà vu. Même si elles se feront, même si l'accord de Paris est mis en œuvre, on a encore un grand écart. Donc voilà, que ça vous donne des capacités d'innover. Principalement d'accord avec tout ce qui a été dit
les membres de SPADEI. Donc juste avoir la possibilité d'une mise en œuvre de l'accord de Paris qui est très importante et également avoir des ambitions chiffrées par nos États, mais ça sera au niveau national. Il faut continuer après à demander ça à Je crois qu'on a eu en fait des très belles interventions. J'ajouterais peut-être en 3 mots qu'on n'attend pas à la prochaine COP. Et que dans les journaux, dans les médias, ce qu'on lit, c'est pas le grand titre, il va falloir attendre à la prochaine. Alors, voilà, je pense que c'est ça l'objectif. Bravo.